si tu connais pas les codes, si tu sais pas ce qu'est un réel, une story, en tant que parent, tu peux pas vraiment prendre part à la conversation. Tu as des bouquins qui te disent comment devenir influenceur et gagner ta vie sur les réseaux. Ça, c'est plutôt la partie marketing. Et tu as les bouquins qui te disent surtout n'y allez pas, c'est hyper dangereux. Mais dans la vraie vie, c'est ni l'un ni l'autre. Le problème du temps d'écran, c'est à partir du moment où il va être passif et trop important. J'insiste bien, il n'y a pas de recette miracle, c'est plutôt des petits conseils sur la façon d'accompagner les enfants et de leur expliquer les dangers qu'il peut y avoir en ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans On va tout partager. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Bonnejean. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, tu es auteur, entrepreneur, expert de la parentalité numérique. Ça tombe bien vu le sujet qu'on aborde aujourd'hui. D'ailleurs, tu as sorti ton livre, Le décrypteur des réseaux sociaux de votre ado. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. En fait, ce livre, il est né d'un défi que j'ai lancé à ma fille. Ma fille, elle est rentrée au collège, elle a 14 ans aujourd'hui, et elle voulait un smartphone. Et quand je lui ai donné le smartphone, en tant qu'expert des réseaux sociaux, je savais qu'il y avait des choses à lui apprendre. Hmm. Ça ne devient pas naturellement. Donc, elle avait des petites questions et des questions hyper pratiques comme tiens, papa, est-ce que j'ai le droit de prendre en photo mon petit frère et de le poster sur Insta? Super question, en fait. On va parler de vie privée, de droit à l'image, on va parler de 2-3 sujets comme ça. Et des questions, elle en avait pas mal. Ses copines qui découvraient aussi ce monde numérique en avaient beaucoup. Hmm. Et en fait, de là est née l'idée de faire un guide. Et je lui ai dit, OK, tu auras ton smartphone, mais on va faire un guide et on va répondre à ces questions-là, parce que c'est des vrais sujets importants. Et en fait, au fur et à mesure, 18 mois plus tard, c'était plus un guide, c'était une Bible. Et donc de là est née l'idée d'en faire un livre pour le partager avec un maximum de gens. Hmm. Des parents et des ados, du coup. On peut vraiment le lire en famille pour se renseigner à tous les niveaux, quoi. Exactement. En fait, moi, je le présente souvent comme un mode d'emploi pour les Hmm. parents, chose qui n'existait pas d'ailleurs. C'est ce qui m'a frappé aussi au début de l'écriture du livre. C'est que aujourd'hui, moi, en tant qu'expert des réseaux sociaux, je travaille pour des marques et des créateurs. J'ai l'équivalent de Wikipédia en ligne pour m'aider sur n'importe quelle plateforme Hmm. pour booster tel contenu ou être performant sur telle plateforme. Par contre, dès que je mets ma casquette de parent, là, il y a plus beaucoup de pages d'aide, en fait, hein. Et les conseils vraiment pratiques sur comment tu vis vraiment les réseaux sociaux à la maison, donc au-delà de la théorie, il y a pas réellement de ressources. Donc tout combiné dans un seul document, qui est devenu le livre, ça me paraissait essentiel. Et tu dis que tu l'as écrit en consultant un peu ta fille aussi, du coup, sur ces sujets-là. Est-ce que, par hasard, elle t'a appris des choses que toi, tu ne connaissais pas, alors que a priori, tu es quand même expert? Exactement. En fait, ça a été un super, challenge pour moi Mmh. aussi parce que je pensais être expert de pas mal de sujets, mais elle avait des questions qui étaient, beaucoup plus fines et beaucoup plus précises que ce que moi, en tant que professionnel, je pouvais voir. Il y avait des questions autour de la vie privée, tu vois? Des questions, très simples autour de, en fait, j'ai rien à cacher, donc je peux le montrer en ligne. Ah oui, mais comment je réponds à ça, moi? Mmh. En tant que parent, elle m'a posé une colle et il a fallu que je travaille, que je me renseigne, que je lise pas mal de bouquins. Grosso modo, j'ai lu à peu près 80 bouquins sur le sujet, et tu as aujourd'hui 2 types de bouquins. Tu as des bouquins qui te disent, comment devenir influenceur et gagner ta vie sur les réseaux. Ça, c'est plutôt la partie marketing et tu as les bouquins qui te disent, surtout n'y allez pas, c'est hyper dangereux. Mais dans la vraie vie, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il Ouais. y a très peu de gens qui gagnent leur vie sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui consomment ces réseaux et donc Mmh. qui les ont à la maison. Donc comment tu fais un guide pratique? Du coup, on a dû se renseigner et j'ai passé beaucoup de temps sur la recherche. Je fais pas mal d'interventions auprès des jeunes aussi, dans les collèges, dans les lycées et en fait ça a nourri vraiment ma réflexion. Plutôt que d'arriver avec des règles très, strictes, très, solution miracle, j'ai envie de dire, en fait, il fallait mettre ces règles à l'épreuve du terrain et c'est en échangeant avec les jeunes que j'ai réussi à développer, ce livre et du coup la méthode, qui s'appelle Parlons, dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et j'imagine que ces interventions, en plus, auprès des jeunes, elles te permettent de toujours être dans les tendances, dans l'actualité, parce qu'on a l'impression que ces dernières années, il y a aussi beaucoup de plateformes qui se sont développées. Et on sent, on le verra dans les témoignages que je vais te lire, mais qu'il y a des parents qui sont aussi un petit peu dépassés, sortis des réseaux sociaux, on va dire, classiques, que nous, même sur Parents épuisés, on utilise. C'est vrai que maintenant, tu as plein de plateformes que les parents ne connaissent pas. Et donc, comment répondre aux questions de ton enfant quand toi-même, tu ne sais pas de quoi il s'agit, quoi? Exactement et en fait, c'est le défi numéro un dans le livre. Moi, j'ai consacré toute une partie à la présentation des plateformes et au vocabulaire. Parce que si tu connais pas les codes, si tu sais pas ce qu'est un réel, une story, en tant que parent,
bah, tu peux pas vraiment prendre part à la conversation. Et en fait, tout passe par la communication que tu vas avoir avec ton ado à la maison ou tes ados quand on en a plusieurs, ça arrive souvent. Mmh. Si je ne comprends pas ce qu'ils font et si je leur pose pas les questions avec les bons mots, bah, je vais pas réussir à les accompagner. Or, c'est vraiment là l'enjeu en tant que parent. Moi, je dois les accompagner, je dois leur montrer la voie, je dois leur éviter certains pièges. Mmh. Mais si je connais pas ces plateformes, je vais avoir beaucoup de mal. Et quand on parle des réseaux sociaux en règle générale, bah, en fait, on mélange pas mal de choses. WhatsApp, c'est un réseau social, mais à la base, c'est une messagerie qui se transforme en réseau social. YouTube, c'est une plateforme sur laquelle tu vas regarder des vidéos, mais il y a des fonctionnalités de réseau social. Discord, c'est encore un autre mode de fonctionnement et c'est pas forcément les mêmes usages. Donc, si moi, en tant que parent, tu as raison, je suis déjà largué sur les plateformes traditionnelles, les nouvelles plateformes qui émergent en permanence, là, ça va être très compliqué. On va voir tout ça de toute façon dans les témoignages. Je profite aussi de l'actualité là, vraiment au jour près, j'ai envie de dire, puisqu'au moment où on se parle, à l'Assemblée, il y a des discussions de propositions de loi, sur l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, Oui. pour les jeunes ados finalement. Et c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement dans les témoignages que nous aussi on voit sur On va tout partager. C'est cette question d'âge en fait. À quel âge est-ce qu'on peut permettre à nos enfants de s'inscrire sur les réseaux sociaux? C'est toujours posé de manière très générale sur les réseaux sociaux en gros, mais l'âge c'est un vrai sujet. Est-ce que tu peux nous dire peut-être voilà l'aspect juridique vs dans les faits quand on est parent, est-ce qu'on doit vraiment respecter ce truc-là, voilà. Alors, c'est une question qui est très compliquée pour pas mal de parents et aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'actualité, c'est un peu des réponses simplistes. En fait, pour lire, la situation, il faut comprendre les usages des jeunes et les ados aujourd'hui, ont des consommations très différentes de toutes les plateformes et ils commencent pas forcément à l'âge légal, pour plein de raisons. Parce que les parents ont autorisé, parce que, typiquement les premiers réseaux que tu vas utiliser en tant que jeune, c'est, WhatsApp. WhatsApp, normalement, tu es censé avoir, plus de 15 ans, donc 16 ans, pour pouvoir l'utiliser. Dans la réalité des faits, dès que tu as ton smartphone, donc autour de 10-11 ans, tu peux être sur WhatsApp parce que tes parents veulent pouvoir communiquer avec toi. Même chose sur YouTube. YouTube, tu en as besoin aussi pour faire tes devoirs. Moi, ma fille, elle a Pronote. Quand les profs rajoutent un documentaire à aller voir, généralement, c'est sur YouTube. Donc, tu es obligé d'accéder à ces plateformes-là. Tu n'es pas obligé sur toutes les plateformes d'être inscrit. C'est-à-dire que tu peux consommer le contenu même sans être inscrit. C'est le cas de TikTok, par exemple. Tu peux regarder les vidéos sans avoir de compte. Tout à fait. Donc, la question de l'âge, elle cristallise un peu le débat aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que c'est pas la vraie solution et que même si on définissait un âge un peu idéal, que la loi passait, etc., bah, en fait, ça changerait pas trop ma situation à moi en tant que père de famille ou tous les parents qui nous regardent. OK, la loi, elle est là. Si c'est comme en Australie, l'Australie a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ils ont passé la loi en décembre. Avant la loi, ils ont fait un sondage auprès des parents. Le sondage disait à 90%, tous les Australiens sont d'accord avec cette loi. Mm. Tu fais le même sondage un mois après, une fois que la loi est passée, et tu demandes qui en Australie est prêt à faire respecter ça dans sa famille. Bah là, tu n'as plus que 30% des répondants. Donc en réalité, la loi, elle ne va pas changer mon quotidien, elle ne va pas changer la façon dont j'élève mes enfants, la façon dont je les accompagne. Et donc, si j'ai pas une méthode d'éducation où je m'intéresse vraiment à ce qu'ils font en ligne et que je rentre au-delà du buzzword réseaux sociaux, mais que je m'intéresse vraiment à leur consommation, bah, en fait, je passe un peu à côté du problème. Donc, 15 ans ou pas, j'ai envie de te dire, c'est pas un vrai sujet pour moi. On va pouvoir commencer avec le premier témoignage. Une maman nous dit: mon fils de 11 ans, en sixième, a du mal à se faire des amis. Il croyait avoir des copains grâce à Fortnite. Il joue ou jouait avec eux en ligne. Bref, je regarde les conversations sur le groupe de jeu et là, des vocaux où mon fils fait l'idiot, content d'être en vacances et où il se fait traiter d'idiot, d'abruti, qu'il est trop bizarre et il se fait exclure du groupe. Je ne sais que faire, lui dire de ne plus être lui-même pour se faire des copains ou être lui-même et rester seul. Je ne pensais pas qu'avoir un enfant de cette génération avec portable, console, etc. serait si dur. Bon, la dernière phrase, je pense qu'elle est universelle pour tous les parents. À mon avis,
beaucoup d'entre eux se sont déjà dit ça. La question du cyberharcèlement, si on peut s'en parler un petit peu ici, de la violence dans les propos entre jeunes, et cetera, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que toi t'en penses quand je te lis un commentaire comme ça? Bah, déjà, je suis de tout cœur avec la maman parce qu'on sent dans son témoignage qu'elle galère pas mal. Ouais. Et en fait, c'est la situation d'à peu près 100% des parents aujourd'hui. Même moi qui ai écrit un bouquin sur le sujet, je vais pas te dire qu'à la maison, c'est tout rose tout le temps. Au contraire, il y a toujours un vrai travail de pédagogie à faire. Il faut être patient parfois, il faut imposer quelques règles. Il faut réussir à comprendre ses enfants. Et c'est pas simple parce que l'adolescence, c'est une période où les jeunes, justement, ils changent. Et donc, toi, en tant que parent, ça te challenge pas mal. Heu, Après, si on revient sur ta question du cyberharcèlement et j'ai même envie de l'étendre aux cyberviolences, bah, en fait, les réseaux sociaux ne l'ont pas inventé. Ça existait avant, sous plein de formes différentes, ça existait dans la cour de l'école. La seule différence majeure, c'est qu'avant, ça s'arrêtait. Tu finissais ta journée de cours, tu rentrais chez toi et tu avais un moment de répit. Là, maintenant, dans ta vie numérique, il y a plus de moment de répit. Donc tu peux vraiment te prendre des trucs, là, assez durs, mais ça peut être beaucoup plus violent que ça et il y a plein de risques, aujourd'hui en ligne, via les réseaux sociaux, mais via les messageries aussi. J'ai envie de dire, ça aurait pu ça se passait sur Discord, mais ça aurait pu se passer sur, WhatsApp ou sur Snap. C'était à peu près la même chose. Mmh. Les jeunes entre eux n'ont pas tous la maturité, pas tous l'intelligence émotionnelle de gérer, ces nouvelles responsabilités. Il faut pas oublier que les réseaux sociaux, là, au sens large, c'est des outils d'adultes, pensés par des adultes et la modération, naturellement qu'on a tous, les ados, ils l'ont pas forcément. En tout cas, ils l'ont pas tous au même rythme. J'ai envie de te dire, moi, ma fille, elle est un poil plus mature que les copains du collège, qu'elle fréquente, parce que les filles vont un peu plus vite, Oui, voilà, tu vas voilà, pas me voilà. contredire là-dessus. Mais en réalité, ça a un impact, majeur sur leurs relations. C'est-à-dire que dans la façon de discuter, dans la façon de s'intégrer dans la classe, mais aussi dans le groupe, sur WhatsApp ou sur les autres plateformes, tu vis la même chose. Donc, ils seront exposés à ça. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ont accès à ça tout le temps. Et du coup, c'est plus difficile pour cette maman, mais pour tous les parents, de vraiment gérer le problème. Oui et puis là, moi, tu vois, ce que je ressens aussi en lisant ce commentaire, c'est qu'il y a une vraie volonté, de faire partie d'un groupe. En commençant à jouer à ces jeux en ligne et cetera, et tu vois, la maman, elle met au même niveau les insultes que l'exclusion, en fait, du groupe qui apparemment a vraiment blessé, l'enfant, donc c'est le risque aussi malheureusement avec ce genre de plateforme, quoi. Oui, et puis en fait, j'ai envie de dire, les parents sont toujours un peu offusqués, de la façon dont parlent leurs enfants. Mais, traînez l'oreille auprès d'un collège ou d'un lycée, vous allez voir, les jeunes s'insultent en permanence. Et pour l'avoir testé et vraiment expérimenté, même ma fille avec ses copines, elle s'envoie des trucs, tu ferais pas ça à ton pire ennemi, mais ça fait partie de leur code aujourd'hui. Il y a même une étude à laquelle ma fille a participé, qui s'appelle Born Social, qui a été fait par, une agence, Even, une agence social média à Paris. Ça fait 10 ans qu'ils font cette étude-là et ils interviewent réellement des jeunes utilisateurs et certains utilisateurs ont partagé leurs conversations WhatsApp. Mais c'est insulte sur insulte sur insulte, mais pas dans la volonté de nuire, c'est que c'est devenu quasiment un code, un code de messagerie entre eux. Tu fais partie du groupe si tu utilises la même insulte et tu utilises ces trucs-là un peu comme tu dis bonjour à quelqu'un dans la vraie vie. Donc je comprends que ce soit choquant, je conseille pas du tout d'encourager ça, loin de moi cette idée, mais ça fait partie de leur code et en fait, à partir du moment où tu t'intéresses vraiment à ce qu'ils font en ligne, ça fait partie du genre de surprise que tu peux avoir. On va pouvoir passer au deuxième témoignage. Mon fils a 10 ans et tous ses copains ont déjà un téléphone et au moins Snapchat et WhatsApp. Tu nous disais WhatsApp, Ouais. incontournable. Je ne sais pas trop quel est l'âge idéal pour qu'un enfant commence à avoir ce type de réseau, ni comment gérer ça sans le mettre à l'écart. Quel âge vous semble raisonnable pour donner un téléphone à un enfant? On se parlait de l'âge sur les réseaux sociaux. Là, c'est plutôt l'âge pour avoir un téléphone et j'ai l'impression que du coup, on comprend directement Snapchat et WhatsApp. C'est une vraie question. Comment on fait pour ne pas les isoler du reste de leurs copains en ayant quand même peur des conséquences d'avoir un téléphone et des réseaux sociaux aussi jeunes?
Bah, je vais te faire un peu une réponse de Normand, mais il y a pas d'âge, il y a pas de réellement de chiffre. Mmh. La bonne réponse, c'est le plus tard possible. Heu, En réalité, ça va vraiment dépendre du contexte de la famille. Est-ce que c'est une famille, recomposée, une famille monoparentale? Est-ce que les parents sont très présents? Est-ce que la relation avec le jeune est bonne? Quel est le niveau de maturité, de cet enfant? Est-ce qu'à 11 ans, effectivement, ça peut paraître un peu jeune, mais on va dire que 90 des jeunes, quand ils rentrent au collège en sixième, ils ont leur premier smartphone, donc il n'est pas hors norme. Est-ce que du coup, si je lui donne pas le téléphone, il est vraiment exclu du groupe? Ou est-ce que c'est plus un petit chantage? Parce que les enfants sont très malins aussi pour essayer de négocier des trucs en disant: «Bah, regarde, tous mes copains, toutes mes copines en ont eu un, pourquoi pas moi?» Donc ça va dépendre de beaucoup de facteurs qui sont liés à: «OK, tu l'as, j'accepte à un moment donné de te confier cet outil, mais c'est un vrai outil et du coup, on va en discuter. On va mettre en place des règles» et c'est quoi ces règles? Souvent, ce que moi j'ai constaté dans pas mal de familles avec qui j'ai discuté, c'est que le téléphone est arrivé un peu par hasard pour faire plaisir, mais il y avait pas les règles associées. Et en fait, quand tu dois rattraper a posteriori les problèmes de temps d'écran, les problèmes de: «Tiens, le téléphone, il est tout le temps là, il est aussi dans la chambre le soir, il est à table alors qu'on est en train de manger». Bah, en fait, oui, mais tu avais pas imposé ces règles-là à la base et donc c'est compliqué de revenir en arrière. Ça crée beaucoup de tensions dans les familles, ça crée des crises avec les enfants et donc pour répondre à cette maman, j'ai envie de dire: essayez de tenir un peu, mais essayez pas d'en faire un sujet absolu. Il aura un téléphone un jour ou l'autre. Le but du jeu, c'est pour vous de l'accompagner. Comment vous allez faire en sorte de pouvoir vraiment contrôler ce qu'il fait, et comment vous allez pouvoir faire en sorte que ça se passe bien en famille. Là, c'est un papa, qui nous dit qu'il a 2 enfants, 11 et 13 ans. J'ai installé une application pour gérer leur temps d'écran et limiter l'accès aux jeux et réseaux sociaux. Je pensais que ça suffirait, mais ils trouvent toujours des façons de passer plus de temps en ligne. Par exemple, ils utilisent des comptes secondaires ou profitent de l'ordinateur du salon quand je suis occupée pour contourner les restrictions. Je n'en peux plus. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Le fait que les enfants sont hyper malins quand il s'agit notamment de trouver ces stratagèmes pour gagner un petit peu de temps d'écran, pouvoir passer un petit peu plus de temps sur les réseaux, sur le téléphone. Hem, Comment on gère ça selon toi? Bah, c'est le témoignage que j'ai eu le plus souvent en Mmh. réalité. Le contrôle parental tel qu'il est défini dans la question et dans le témoignage du papa, c'est, j'ai installé une appli qui va bloquer des trucs et c'est à peu près la compréhension de 90 voire un peu plus des parents aujourd'hui. Moi, je dis que le contrôle parental, c'est pas ça. Parce que le temps d'écran et l'accès à certains sites, en fait, c'est une partie de la vérité, mais c'est très loin de faire, tous les usages des jeunes aujourd'hui. Donc le problème du temps d'écran, c'est à partir du moment où il va être passif et trop important. Comment je définis les 2? Bah, passif, si je suis en train de scroller pendant des heures, en train de regarder un fil d'informations juste pour me vider la tête, là, je perds mon temps, clairement. Par contre, si je passe le même temps à regarder un documentaire, bah, là, tu vois, c'est pas exactement la même, implication et c'est pas la même chose et c'est pour ça que quand tu considères les réseaux sociaux avec YouTube, bah, YouTube, c'est aussi une plateforme d'éducation. Je parle de YouTube, mais il y a Dailymotion, il y a d'autres plateformes vidéo qui aujourd'hui existent là-dessus. Donc le temps d'écran en tant que tel, pour moi, j'ai envie de dire, c'est pas une limite à mettre en soi, c'est plutôt un indicateur. Moi, j'ai fait de l'expérience avec ma fille là, pendant les vacances de Noël. Elle avait son téléphone avec elle et du coup, tu vois que le temps d'écran, il augmente. C'est les vacances, tu te dis: «OK». Sauf qu'il a augmenté tellement qu'il a quasiment doublé par rapport à ce qu'on lui autorise d'habitude. Bah, ça, c'est pas sain. C'est-à-dire que moi, ça m'alerte, et je sais qu'il y a un problème, elle est en train de surconsommer et on ne parle pas aujourd'hui d'addiction aux écrans, on parle de surconsommation ou de mésusage. Surconsommation, à mon avis, c'est le bon mot parce que tu comprends tout de suite. Si tu manges trop de bonbons, si tu bois trop de soda, si tu fumes et que tu surconsommes quelque chose, c'est mauvais pour toi, pour ta santé. Bah, les écrans, c'est la même chose. Si je surconsomme, c'est qu'il y a un problème et en fait, j'ai creusé un peu le sujet et elle s'était embrouillée avec une copine et du coup, elle passait un peu plus de temps en ligne parce que ça allait pas trop. Bah, ça, c'est un mode de fuite pour elle. Elle se protège au sein des écrans. Moi, en tant que parent, c'est mon rôle d'aller la chercher et là, en l'occurrence, c'est surtout sa maman
qui a repéré le truc pour justement la sortir de ça. Non, non, tu t'enfermes pas dans les réseaux sociaux parce que tu vas être exposé à des contenus un peu déprimants, un peu qui vont pas améliorer la situation. Donc autant sortir la tête de ça. Mais du coup, pour en revenir au contrôle parental, le vrai contrôle parental, celui que moi je recommande, c'est de vraiment s'intéresser à ce qui se passe sur les plateformes. Et aujourd'hui, moi j'ai un petit rituel avec ma fille qui est limité, mais qui au moins permet de regarder ce qui se passe. C'est qu'on prend 2 minutes, une fois par semaine, on ouvre tous les deux Insta en même temps. Même si on a la même application, même si on a le même téléphone, on sait qu'on aura des contenus qui seront différents parce que ton expérience en ligne, elle est ultra personnalisée. Par contre, elle voit ce à quoi je suis exposé, donc généralement des photographes, pas mal de contenu sur l'auto, la moto, etc. Mais moi, ça me permet en tant que parent aussi de voir ce que l'algo est en train de lui pousser. Est-ce qu'il lui pousse des contenus déprimants? Est-ce qu'il lui pousse des créateurs toxiques ou des influenceurs qui te recommandent de te soigner avec des plantes ou je sais quoi? Est-ce qu'il lui recommande des régimes extrêmes? Voilà, et tu vois, juste en 2 minutes, je peux savoir ce qui se passe. Aucune application de contrôle parental, aujourd'hui, ne permet de faire ça. Donc c'est à moi, en tant que parent, d'avoir cette nouvelle routine, mais j'ai réussi à mettre ça en place en discutant avec elle. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je veux pas encore, une fois, j'insiste bien, il n'y a pas de recette miracle. C'est plutôt des petits, conseils sur, la façon d'accompagner les enfants et de leur expliquer les dangers qu'il peut y avoir en ligne. Tu vois, nous, on a aussi beaucoup parlé de toute la tendance skinny talk, notamment autour de l'anorexie, des régimes, enfin avec des messages vraiment catastrophiques. Et c'est vrai qu'en 2, 3 vidéos, tu construis déjà ton algorithme et tu te retrouves inondé en fait de contenus qui sont tous plus déprimants et restrictifs les uns que les autres. Donc c'est assez difficile aussi de s'en sortir. Donc en effet, je pense que de toute façon, dans ce que tu dis dans ton livre et là, de ce que tu nous dis, ce qui fonctionne plus que tout, mine de rien, c'est d'en parler, en fait, de pas se mettre de barrières parce qu'on n'y connaît rien ou parce qu'on a un mauvais avis sur les réseaux sociaux ou sur les écrans, mais plus foncièrement de s'intéresser à ce qu'ils y font, même 10 minutes par jour, mais 10 minutes, parfois, ça peut suffire pour un algo ou ce genre de choses, quoi. Exactement, et en fait, je pense que c'est le mot-clé que tu as dit, c'est s'intéresser et s'intéresser sincèrement à ce qu'ils font. Tu vois, moi, il y a plein de je travaille dans le domaine, donc ça m'intéresse foncièrement, mais il y a plein de parents, qui ne connaissent pas les plus gros youtubeurs aujourd'hui en France, qui connaissent pas, je fais un petit test souvent dans les interventions, j'affiche une photo de MrBeast. MrBeast, c'est quand même le plus gros youtubeur au monde, qui est connu, par des millions, voire des milliards de gens sur la planète. Bah, tu peux être sûr qu'à 100 de toutes les interventions que je fais, à la fin, les parents ne connaissent pas et tous les enfants ont la main levée. Oui, oui, ça on sait, c'est MrBeast. Et en fait, ce MrBeast, vous le connaissez pas, c'est un Américain, il n'est pas dans votre vie au quotidien. Par contre, il est dans la vie de vos enfants. Et en fait, commencez à parler de lui, de ce qu'il fait de positif, de négatif, de ce que vous en avez pensé, quelles sont les émotions qu'il vous a fait ressentir. Bah, là, en fait, je suis en train de construire un truc qui est vachement plus intéressant que attends, il faut arrêter dans 5 minutes parce que là, on va faire autre chose. Oui, en fait, les enfants sont tous très exposés au côté c'est pas bien les réseaux, il faut se déconnecter un maximum. Mais en même temps, ils voient à l'opposé les adultes qui passent leur journée dessus. Et du coup, c'est un peu compliqué de leur dire bah, soyez exemplaires et contrôlez-vous, alors que nous, de notre côté, on n'est pas bon. Justement, tu parlais tout à l'heure de parfois se renfermer dans cette boucle des réseaux sociaux, etc., pour ne pas penser à des conflits, à des choses qui peuvent prendre la tête, etc. Et donc, on a le témoignage d'un parent. Voilà, ma fille de 14 ans s'est beaucoup renfermée sur elle ces derniers mois. Elle s'isole dans sa chambre et passe énormément de temps sur son téléphone. La discussion est quasi coupée entre elle et le reste de la famille et je ne sais plus comment l'atteindre. Je me demande si tout est de la faute des écrans. Beaucoup d'ados adorent les réseaux, mais ont aussi une vie sociale. Comment savoir si ce qu'elle fait sur son téléphone lui fait du bien ou si c'est dangereux pour elle? Eh ben, c'est une super question et c'est exactement ce à quoi j'ai été exposé moi avec ma fille. C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu vois une surconsommation du téléphone, ça cache quelque chose. Parce que les réseaux, ils ont tendance à te pousser du contenu et notamment les réseaux de contenu type, TikTok, Instagram.
où tu vas avoir beaucoup de choses très intéressantes, très variées, et du coup, c'est vrai que tu peux perdre beaucoup de temps sur ces plateformes. Ça, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que c'est le mode de fonctionnement des plateformes. Elles sont là pour capter l'attention et elles Oui, le font plutôt très bien. tout à fait. Par contre, en tant que parent, quand tu vois que ton enfant s'enferme et qu'il est plus au sein de la famille, ou que tu sens que son humeur, elle est pas bonne, etc., bah là, en fait, les écrans, ils vont pas l'aider. Ils vont pas l'aider du tout, ils vont plutôt renforcer le problème. Aujourd'hui, il y a un rapport de l'ANSES qui est sorti en janvier, qui fait un état des lieux de plein d'études sur l'impact que peut avoir les réseaux sociaux sur la santé des jeunes. Ça concerne les jeunes, mais en réalité, ça concerne toute la population. Et en fait, ce que ce rapport montre, c'est que les réseaux sociaux ont tendance à amplifier les problèmes. Si tu es un peu dépressif, si tu pas trop confiance en toi, si tu te sens pas très bien dans ta vie et que tu surconsommes des écrans, bah, en règle générale, ça aggrave la situation. Parce que ça va pas t'aider à construire une bonne estime de toi, et parce que ça va te couper du reste, des gens qui sont importants pour toi à ton âge. Donc généralement tes amis, ta meilleure amie, ton meilleur ami, éventuellement un petit copain, une petite copine, les gens du club de sport, les gens dans la famille, les cousins, les cousines, et cetera. Et en fait, bah, les réseaux sociaux à ce moment-là, ils peuvent devenir dangereux. Ils peuvent devenir dangereux, surtout si ça continue dans le temps. Tu vois, on a tous vécu la période du confinement. Il y a beaucoup de gens qui se sont enfermés pendant des heures et qui ont fait que ça, et qui se sont rendus compte après et qui ont témoigné après: ah oui, mais en fait, j'étais pas bien, j'étais au fond du trou, j'étais limite en déprime, parce que les réseaux ont créé ça, et les réseaux ont poussé des contenus qui étaient franchement déprimants et pas intéressants. Mais vu que ça marchait et vu que les utilisateurs restaient en ligne, en fait, l'algo, il a juste continué à les servir. Donc, à ce moment-là, c'est bien que la maman a déjà noté un problème, elle le voit, donc elle en a conscience. Maintenant, la prochaine étape, c'est de venir en parler avec son enfant, et en parler pas sur le ton du reproche. Mmh. Tu passes trop de temps en ligne, arrête, voilà, tu perds ton temps, et cetera. Ça va pas fonctionner. Par contre, le pourquoi tu passes autant de temps, c'est quoi le dernier contenu que tu as vu? Tu te sens comment en ce moment? C'est quoi la dernière vidéo rigolote que tu as vue en ligne? Et bah, si elle n'est pas capable de répondre à ces questions-là, là, tu commences à te poser des vraies questions en tant que parent, et tu commences à creuser. Mais aller vers elle, faire un pas. Je sais que c'est pas facile parce que tous les ados sont pas réceptifs, et voilà. Mmh. Tu peux vite te faire envoyer balader par tes Oui. ados, hein, ça, on l'a tous vécu, je pense. Mais en tout cas, il faut tenter, il faut y aller, et il faut essayer d'en parler, parce que c'est pas normal, et ça peut s'installer, et ça peut cacher un problème plus grave. On poursuit avec, hop, le prochain témoignage. Avec ma fille de 12 ans, on se dispute sans arrêt à propos des écrans. 1 heure par jour, pas de réseaux sociaux, YouTube limité à son âge, et elle râle parce qu'elle ne peut pas commenter ou suivre ses idoles de K-pop. Je trouve ça tellement ridicule et déprimant. Malgré toutes mes explications sur les dangers des réseaux, elle devient obsédée par ça. Je me demande parfois comment je vais tenir jusqu'à sa majorité. Bon, elle voit très Ah loin oui, parce là, qu'elle a que 12 ans. le Donc ça projet est risque d'être très long. ambitieux, là, on se projette très Ça loin. risque d'être long. Mais c'est vrai que, bon, on remarque plusieurs choses dans ce témoignage, mais moi, ce qui me frappe, c'est, je trouve que les mots, tu vois, je trouve ça tellement ridicule, déprimant, en fait, ce jugement que certains parents peuvent aussi avoir sur la culture de leurs enfants, ou ce qui les anime, en l'occurrence là, la K-pop, mais tu parlais de grands youtubeurs tout à l'heure, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, il y a des parents qui s'y intéressent pas, et qui plus est, qui, sans connaître, trouvent ça ridicule. Donc, comment on fait pour réguler du coup du temps d'écran sur des plateformes qu'on ne connaît pas ou qu'on juge parfois trop vite? Bah, c'est un vrai problème d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Les réseaux sociaux, ils ont débarqué dans la vie de toutes les familles un peu du jour au lendemain, et aujourd'hui, tu as des jeunes qui sont exposés à ça et qui sont très consommateurs. Le fait de juger, de facto, avant même de s'intéresser, avant même d'avoir discuté, au fait que la K-pop, c'est nul, bah, en fait, oui, mais en tant que parent, je suis en train de me mettre en opposition avec, mon enfant qui a une passion pour ce truc-là, et c'est pas le seul, parce que quand tu vois le carton que fait la K-pop à travers le monde, C'est clair. clairement, sa fille n'est pas la seule à s'intéresser au sujet. Donc il faut avoir un petit peu d'ouverture d'esprit, et il faut lui poser des questions.
qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu fais que regarder? Est-ce que tu reproduis les chorés? Est-ce que tu apprends les paroles en coréen? Parce que moi, j'ai vu des enfants très jeunes qui apprennent le coréen alors que c'est pas du tout enseigné à l'école. Est-ce que tu fais tes propres vidéos? Et donc là, tu vas faire ton propre montage, tu vas passer du temps sur écran, mais tu vas faire un truc créatif à côté. Enfin voilà, si le sujet tourne autour uniquement du temps d'écran, c'est un problème. Par contre, dès que tu vas ouvrir un peu la boîte et que tu vas vraiment t'intéresser à ce que fait ta fille en ligne, bah là, ça va devenir tout de suite plus intéressant et tu vas voir que ta fille, elle va être beaucoup plus réceptive. Pouvoir te parler de qui sont ses idoles, pourquoi, c'est quoi le prochain concert, est-ce qu'on peut aller les voir, etc. Et en fait, ça construit quelque chose de totalement différent dans l'éducation au numérique. Oui, et puis j'ai l'impression que pour le coup, c'est très générationnel aussi parce qu'il y a quelques années, c'était, les parents qui criaient sur les enfants qui regardaient des clips de Britney Spears et puis tu vois, aujourd'hui, on se parle d'autres choses. Là, on se parle de K-pop, mais c'est vrai que même les youtubeurs et cetera, les parents qui ne consomment pas YouTube n'y ont pas accès, donc ont moins d'opportunités aussi de connaître qu'à l'époque, en gros, tout passait à la télé, donc par-ci par-là, on arrivait à choper quelques infos. Là, c'est vrai qu'il y a des barrières qui se mettent aussi entre les générations et c'est pas toujours évident pour les parents de se frayer un chemin avec des ados parfois qui n'ont pas trop envie de parler non plus de leur passion, hein. Ça arrive, donc c'est pas Oui, simple. oui, bah, en fait, ça marche dans les 2 sens, et puis j'ai envie de te dire, là, on se parle de YouTube et de la K-pop, mais effectivement, si, tu es fan de jeux vidéo, tu vas peut-être être davantage sur Twitch ou sur Ouais, Kick ou sur d'autres plateformes. En réalité, peu importe le sujet, si tu juges de facto que c'est pas bon, sans prendre même le temps d'en discuter avec ton enfant, bah, là, c'est un problème et donc c'est plus une position un peu parentale: «Moi, je sais, donc je t'interdis», qui va créer le conflit. Alors qu'en réalité, elle a une passion, ta fille, pour un truc qui est assez sympa, moderne, créatif. ouais. Incite-la peut-être, en mettant des barrières évidemment, c'est pas la porte ouverte. Le laisser faire, c'est pire que de l'interdiction, hein. Là-dessus, on est d'accord. Mais encourager une passion que peut avoir ton enfant sur un truc créatif, franchement, je pense que ce soit pas une mauvaise idée. On a un dernier témoignage. Donc c'est un papa qui nous dit, «Je suis un papa plutôt jeune. J'ai moi-même certains réseaux sociaux, donc je connais ceux de base, Instagram, Snapchat, mais aujourd'hui, il existe plein d'autres applis que je ne maîtrise pas du tout, style Twitch, Roblox, BeReal. Je me demande si les règles qu'on impose pour Insta ou Snapchat valent aussi pour ces autres plateformes. Comment faire pour rester cohérent et protéger mon enfant sans tout lui interdire? Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça? Ah, voilà, c'est un bon témoignage. Il y a beaucoup de Ouais, questions à l'intérieur, gros sur mais la patate ce papa. exactement, exactement. Mais en tout cas, c'est déjà très bien parce qu'il a conscience qu'il n'y a pas une seule plateforme et une seule recette pour tout. Moi, dans le livre, je présente 28 réseaux et je fais une analyse un peu détaillée des principaux avec une grille de lecture. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y trouve sur ces plateformes? Et je fais une vraie grille d'évaluation des risques, c'est-à-dire c'est quoi le risque d'exposition de la vie privée, de l'exposition à des fausses informations, le risque de cyberharcèlement et de cyberviolence, est-ce qu'il y a un contrôle parental ou pas? Enfin, voilà, ça permet d'avoir une grille de lecture et effectivement, ce papa a raison, on ne peut pas avoir une règle unique et uniforme pour toutes les plateformes. Parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon et parce que les fonctionnalités offertes par ces plateformes sont très différentes. Donc il va falloir adapter. À la question: «Est-ce qu'ils ont besoin de tout ça?» La réponse est clairement non. En réalité, moi je les ai toutes installées, je les ai toutes testées et j'en teste encore plein d'autres qui ne sont pas dans le livre. Mais en réalité non, l ils vont trouver là où les plateformes sur lesquelles ils vont être bien et où il y aura leurs amis. C'est là où ça va se passer. Parce qu'il faut jamais oublier que ces plateformes, elles servent à faire de la connexion entre des vrais humains dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et donc, si tous les copains sont sur Snap, et ben, il y a de fortes chances qu'ils soient tous sur Snap et pas, sur BeReal ou sur une autre plateforme. Donc il faut apprendre à communiquer avec son enfant. Déjà, dans la méthode que moi je recommande, qui s'appelle la méthode Parlons, le Ouais. P, c'est préparer le terrain. À partir du moment où ton enfant veut aller sur telle ou telle plateforme, bah, je vais créer le compte avec lui. Je vais lui poser des questions très simples. Tu veux y faire quoi? Tu veux consommer le contenu? Tu veux poster? Tu veux créer des choses? À partir du moment où on va créer le compte ensemble, bah, on va
régler les notifications, on va régler les paramètres de confidentialité. Tu vas pas utiliser une vraie photo de toi, tu vas utiliser un pseudo, pas ton vrai nom, tu vas pas mettre ton adresse, etc., etc. Il y a deux, trois règles simples qui permettent de limiter la casse, j'ai envie de dire. Puis à partir du moment où tu vas avoir des vrais échanges avec des gens, bah, c'est qui ces gens? Tu les connais. Si tu les connais pas, bah, on va les exclure directement. S'il y a un contrôle parental, comment je le paramètre? Ce à quoi j'ai accès, ce à quoi je n'ai pas accès. Typiquement, je prends un exemple, j'aime bien la plateforme Snapchat. Pour ça, la plateforme, elle te permet, via le contrôle parental, de pouvoir savoir avec qui ton enfant échange. Tu n'as pas accès au contenu des messages. Par contre, tu sais qui sont les utilisateurs. Donc, ils ont tous des pseudos. Donc, toi, en tant que parent, c'est un peu du charabia. Tu sais pas exactement qui il y a derrière. Par contre, c'est le meilleur moyen de commencer à discuter avec ton enfant. Tiens, en fait, machin 38, 28, là, c'est qui? Ah, bah ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Ok, mais tu le connais vraiment? Non, pas vraiment. Bon, bah du coup, tu l'exclus. Lui, je veux pas que tu communiques avec lui. Et en fait, à partir du moment où tu vas t'intéresser à une ou deux plateformes, tu vas poser des questions. Certains enfants vont dire t'es un peu relou. C'est vrai, mais en même temps, c'est le bon moyen de communiquer avec eux parce que tout ce qu'on va leur dire sur les risques liés aux plateformes, ça reste très théorique tant que ça ne te touche pas. Tant que tu te fais pas cyberharceler, tant que tu n'as pas un vrai problème, en fait, oui, d'accord, les adultes, ils disent ça, mais moi, je m'en fous, je vais suivre tel youtubeur et voilà. Oui, je pense que c'est comme pour tout, en fait, juste parler des dangers des réseaux sociaux, en plus en grand, c'est extrêmement vaste. Je pense que ça les touche pas tant que ça et qu'il faut en parler, en fait, un petit peu tous les jours, pour être sûr que tous les messages arrivent bien à destination. C'est vrai et puis surtout, il y a un truc qui, moi, me marque et je dis souvent aux parents, c'est, si les réseaux étaient vraiment si nuls que ça, parce qu'effectivement, quand tu es sur le côté prévention, il faut pas y aller et cetera, c'est nul. Pourquoi, Meta, il y aurait 3 milliards d'utilisateurs à travers le monde? Bah, parce qu'en fait, il se passe des trucs assez cool, et tu vois, les réseaux sociaux, ça dépend vraiment comment tu les utilises. Moi, j'ai, dirigé ma fille, là, elle passe le brevet cette année, elle a une petite galère en maths, bah, il y a des profs de maths qui font des cours géniaux sur Instagram, mais géniaux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de comprendre et elle les suit. Autre exemple, tu peux suivre des profs d'anglais qui t'apprennent à bien prononcer les mots. On sait qu'en France, on n'est pas les meilleurs en anglais, loin de là. Bah, en fait, avoir ces profs-là qui sont à disposition, voire des créateurs qui font et qui sont spécialisés là-dedans, mais c'est génial pour un jeune. C'est beaucoup plus ludique, pédagogique et impactant que d'avoir un prof pendant 1 heure qui doit gérer une classe de 30, 40 parfois. C'est compliqué. Donc, avoir ces ressources-là, ça dépend vraiment de ce que toi, en tant que parent, tu vas vouloir mettre en avant. Et après, évidemment, ça va être aussi l'autre part du travail fait par ton enfant. Est-ce qu'il joue le jeu ou est-ce qu'il joue pas le jeu? Est-ce qu'il veut vraiment faire n'importe quoi en ligne et passer son temps à faire que des jeux vidéo ou est-ce qu'il est aussi là pour, au-delà de se divertir, apprendre deux, trois trucs? Ouais et puis, on a vu aussi pas mal des nouveaux médias, des choses aussi comme ça qui adaptent aussi l'information et le contenu, aux personnes qui vont le consulter. En fait, c'est, ouvrir les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il y a des jeunes, voire des très, très jeunes, qui consultent du contenu sur les réseaux sociaux. Ils sont là, autant, leur proposer aussi des choses qui leur sont totalement adaptées et réduire du coup, l'accès à des contenus peut-être un peu plus, un peu moins adaptés à leur âge, je dirais. Oui, le problème de ça, tu as totalement raison, je suis d'accord avec toi. Le problème de ça, c'est que c'est dans les mains des plateformes. Et les plateformes, elles, clairement, on va être honnête entre nous, elles jouent pas le jeu. Elles jouent pas le jeu parce que leur objectif principal, c'est de gagner de l'argent. Il faut jamais oublier que les plateformes, quelles qu'elles soient, hein, ce sont des business, c'est des entreprises privées qui génèrent du cash, énormément de cash, grâce à la publicité ciblée. Donc, elles n'ont pas intérêt à te pousser la vérité, elles n'ont pas intérêt à faire attention à ta santé, faire en sorte que tu bouffes pas des fake news. Elles sont là pour te garder le plus longtemps possible en ligne. Et elles le font très bien. C'est pour ça que les gens passent des heures connectés. Mais que tu sois un adulte, un ado ou un retraité, moi je connais des tonnes de retraités qui passent des heures Ouais. carrées sur Facebook et sur les autres plateformes. Mmh. Donc c'est pas un problème d'ado, on a tendance à faire un peu ce raccourci-là. On essaye de les protéger. Et ça, je pense que c'est le bon débat à avoir. Comment je protège ma famille globalement? Mais se rendre compte qu'on est tous dans la même équipe et que c'est pas les parents contre les ados, mais qu'on est plus la famille contre les plateformes qui essayent de nous garder, je pense que déjà, ça change un peu le débat.
Je me permets de revenir sur ton livre parce que tu as commencé à nous parler de la méthode Parlons avec le témoignage juste avant, mais j'aimerais que tu nous la développes un petit peu plus là pour donner un petit teasing pour les gens qui nous regardent. Eh ben, écoute, la méthode Parlons, c'est quelque chose que j'ai mis en place vraiment pour accompagner toutes les familles. C'est-à-dire que quelle que soit ta famille aujourd'hui, que tu sois séparé, en couple, divorcé, recomposé, etc., ça puisse fonctionner. Et c'est pas des théories, c'est vraiment des choses très pratico-pratiques, parce que je me suis rendu compte que en fait, c'était pas accessible à tout le monde et en tout cas, et que tout le monde n'avait pas les mêmes réflexes. Donc chaque lettre, signifie quelque chose. Le P, c'est préparer le terrain, le A, accompagner, le S à la fin, c'est surveiller sans espionner et en fait, dans chacun des piliers, il y a des actions très concrètes que tu peux mettre en place dès ce soir avec, tes enfants pour reprendre un peu la main et contrôler ce qui se passe en ligne. C'est-à-dire qu'au-delà de l'écran, sur les réseaux, comment moi, en tant qu'adulte, bah, je dois guider mes enfants. Et en fait, c'est exactement ça. Ça permet à pas mal de familles de reprendre la main sur des choses très simples. Un exemple, dans la préparation du terrain, il faut avoir une bonne hygiène numérique. Cette hygiène numérique, elle passe par la création des comptes, comme on l'a évoqué avant, mais elle passe aussi par le fait que moi, en tant que parent, bah, je ne vais pas diffuser des photos de mes enfants en ligne. Ça s'appelle du sharenting. Et en fait, pourquoi ça? Parce qu'ils ont le droit au respect de leur vie privée, eux aussi. Donc, pourquoi je les partagerai directement sur Insta ou sur une autre plateforme, peu importe, moi en tant que parent? Ils ont le droit de me dire non. Et ils ont le droit au respect de leur vie privée. Et si tu regardes et tu vas même plus loin, des grands utilisateurs des réseaux sociaux comme Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Meta, quand il partage des photos de ses enfants, il rajoute des petites emojis sur chacun des visages pour pas qu'ils soient reconnaissables. Ça permet d'éviter que l'IA, donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, dont on parle pas mal, bah, puisse faire de la reconnaissance faciale sur tes enfants. Ça évite aussi que des pédos euh, des gens pas très bien intentionnés utilisent les photos de tes enfants dans d'autres contextes qui n'ont rien à voir. Toi, tu vois une image très jolie, eux, ils voient des trucs complètement dégueux. Mm. Donc, en fait, il faut réussir à se remettre en cause et se dire que c'est un challenge pour toute la famille. C'est pas juste moi, en tant que parent, qui dois faire imposer la loi. Il y a une expression que j'aime bien et que je reprends de temps en temps. C'est qu'on est à la fois en tant que parent, on est des dealers de temps, mais on est aussi les gendarmes des réseaux sociaux. Donc à la maison, tu dois jouer entre les deux casquettes. Ok, ça, tu as le droit, ça, tu pas le droit. Donc là, c'est plutôt mon côté gendarme. Par contre, bah, de temps en temps, effectivement, tu es dans la voiture, ça fait 3 heures qu'on roule, tu as envie de faire un peu d'écran. Bon, bah, ok, bah, là, je vais te dealer du temps d'écran. Et en fait, il faut que les parents aient bien conscience que ça doit s'adapter dans toutes les familles et ça dépend vraiment de comment tu gères bah, déjà ta relation avec ton ado, ce qui n'est pas le plus simple tout le temps. Parfois, il y a des familles où la communication elle est vraiment coupée, donc c'est compliqué de revenir sur le sujet si tu veux en plus imposer des règles. Donc là, c'est le meilleur moyen que ça pète. Donc la méthode Parlons, elle essaye de prendre tout ça et de juste dire, tiens, à tel endroit, fais attention ou fais ça, ça va t'aider. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Je vous invite vraiment à découvrir voilà, le décrypteur des réseaux sociaux de votre ado. On le disait en début d'émission, mais pour le coup, c'est un livre vraiment qu'on peut se partager au sein de toute la famille. En fait, les parents peuvent le lire en premier, puis faire lire quelques pages aux ados et même aux enfants, hein, puisque Ouais. voilà, toujours plus jeunes. Mais dedans, vous pouvez trouver du vocabulaire, voilà, les grilles d'évaluation dont tu nous parlais pour chaque plateforme. Emblématique que tous les ados connaissent maintenant et cette fameuse méthode Parlons pour essayer de trouver le juste milieu entre pas trop faire le gendarme et en même temps quand même protéger, ce qui est un peu la problématique de pas mal de parents. Exactement, exactement. Et même à la fin, tu as un dernier chapitre qui est destiné aux ados, donc ils peuvent le lire. C'est un condensé hyper court avec 10 conseils très pratiques de comment tu vas gérer ta vie numérique en ligne. Et sur chaque fiche, il y a un petit bonus, c'est-à-dire que tout le monde dit il faut paramétrer les applications, mais c'est hyper compliqué. Il faut être un ingénieur de la NASA quasiment pour gérer ces trucs-là. Donc moi, j'ai fait des petites vidéos ludiques, pratiques, de moins de 5 minutes pour prendre en main les applications les plus répandues et les plus utilisées par les ados. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Stéphane. Merci. À bientôt.